Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. C'est un entretien que je mène avec vous et surtout avec Radu Stănescu, qui est le fondateur, traducteur, animateur et à peu près tout aux éditions Carmin. Bonjour Radu. Bonjour Richard, bonjour toute la rédaction de Radio Courtoisie, bonjour les auditeurs. Merci Euh, pour l'invitation. mais voilà, alors pourquoi est-ce qu'on vous invite? C'est parce que vous avez décidé de traduire deux livres de Roger Scruton. Et Roger Scruton, donc philosophe anglais qui est mort et qui a eu une œuvre évidemment importante puisque, rappelez-nous, la manière dont il a débarqué sur la scène intellectuelle française. Eh bien, écoutez, oui, Roger Scruton est un des grands philosophes contemporains qui est passé à l'éternel il y a il y a 5 ans seulement. Après une vie extrêmement riche, il a l'auteur de 50 ouvrages et enfin, la carrière est marquée surtout par un engagement contre mai 68 et contre les dérives de mai 68. Voilà, pour le présenter succinctement à nos auditeurs. C'est véritablement, on pourrait dire, un fournisseur d'armes intellectuelles pour le camp conservateur avec beaucoup de style, avec beaucoup d'humour anglais. Et c'est quelqu'un qui a énormément médité sur une expérience première, à savoir mai 68. Il était jeune étudiant à Paris pendant les événements. Et à l'époque, il était plutôt de gauche, comme le sont souvent les jeunes. Et en tout cas, en voyant le caillassage des CRS, il s'est dit, quoi que pensent ces jeunes, je ne suis pas de leur côté. Et il a développé ensuite toute une œuvre extrêmement riche pour ancrer en fait les personnes de sensibilité conservatrice dans le ciel des idées, pas simplement dans la lutte politique, parce que la lutte politique donc se nourrit d'engagement métaphysique. Et c'est pour cela que nous, chez Carmin, alors je fais pas tout à fait tout quand même, j'ai quand même des collaborateurs. Merci de tresser mes louanges, mais c'est vrai que je m'occupe des traductions, puisque je suis moi-même de formation philosophe, j'étais à la Sorbonne. Et voilà, et donc, il est besoin d'avoir une double formation en quelque sorte pour faire ces ouvrages, puisqu'ils sont extrêmement touffus, d'une part, c'est extrêmement riche plutôt que touffu. Je m'occupe des traductions donc des notes, des préfaces, etc. Et nous avons décidé récemment donc, de faire deux traductions de deux livres. L'un qui s'appelle Le visage de Dieu et le deuxième qui s'appelle Le désir sexuel, une philosophie morale de l'érotisme. Et ce sont deux livres qui peuvent paraître un petit peu opposés, mais en fait, ils se rejoignent. Il y a à la fois, pour dire succinctement, une défense dans le visage de Dieu de la liberté et de la responsabilité humaine, fondement principal du vivre ensemble correct, de la liberté, de la culture et bien sûr du bien. C'est cela la défense du visage de Dieu, le visage de Dieu étant bien sûr une défense du visage de l'homme avant tout, l'homme en tant qu'image de Dieu justement, et l'homme en tant qu'âme libre justement qui a des responsabilités et donc qui est amené à embellir ce monde et embellir le monde non seulement d'une façon extérieure, mais aussi intérieure, c'est-à-dire dans les relations, plus particulièrement les relations humaines, interpersonnelles, c'est-à-dire les relations mariales, les relations intimes. C'est pour cela que le deuxième livre, le désir sexuel, va avec le premier. Et d'ailleurs, le désir sexuel est véritablement le livre le plus ambitieux de Scruton, puisque il essaye philosophiquement, non pas dogmatiquement, de poser les bases d'une morale sexuelle. Il ose le terme, justement pour expliquer qu'à partir du moment où on assume d'être une personne libre et donc responsable, il n'est pas possible d'avoir en quelque sorte une sexualité totalement dénouée d'entrave, comme diraient les 68 heures. Donc on ne peut pas jouir sans entrave, ça voudrait dire on se réduit soi-même au statut d'animal. Et donc que la morale sexuelle est automatiquement présente dès qu'on veut se comporter en tant qu'être humain. Et donc c'est véritablement un antidote à la dérive, on pourrait dire, décadente que l'on voit, je veux dire ça, on ne sait pas jusqu'où les jeunes vont chuter aujourd'hui. Voilà. Bah, vous avez raison, voilà, c'est un antidote, vous l'avez prononcé. Scruton est apparu il y a quelques années dans le débat philosophique et politique français. Les conservateurs s'en sont emparés, mais vous l'avez souligné,
très peu de ces ouvrages, somme toute, ont été traduits, en partie parce qu'ils sont difficiles. Effectivement, quand on regarde les traductions que vous avez entamées, et par exemple sur le visage de Dieu, il y a une surabondance de notes sur la manière dont le débat aujourd'hui s'oppose sur l'existence de Dieu d'un point de vue physique. Dire, qu'est-ce que nous dit la science et qu'est-ce que nous dit la science au moment où Scruton écrit ce livre? Qu'est-ce que nous dit la science depuis? Donc on sent qu'il y a une véritable intelligence des choses qui doit être mobilisée pour comprendre Scruton, mais surtout ce qui est intéressant chez Scruton, c'est la manière qu'il a de nous parler directement. En refusant mai 68 et en essayant d'expliquer pourquoi est-ce qu'un conservateur peut penser le monde contrairement à un marxiste, en fait, il réussit à nous donner des outils contre le féminisme, contre les incivilités, comme on parle aujourd'hui de personnes qui se font massacrer dans la rue, contre cette morale sexuelle débridée qui aboutit aussi bien à l'affaire Gisèle Pellicot d'un côté qu'aux stupidités que défendent les féministes de l'autre. Il y a chez Scruton vraiment une actualité du débat qui est intéressante en France. Oui, en effet, c'est très actuel. Malheureusement, bon, vous dites, le manque de traduction est dû tout simplement au même problème qu'elle en sorte pour toutes les traductions en général, à savoir bien sûr l'argent, puisque ça coûte beaucoup d'argent et de temps pour faire une traduction de qualité. Non pas que les livres seraient particulièrement difficiles, c'est tout simplement que, voilà, en fait, c'est des calculs économiques que je fais tous les jours, que j'essaye de tenir tous les jours, et c'est pour ça que nous avons lancé donc une souscription pour pouvoir faire ces deux ouvrages qui avancent plutôt bien. Nous sommes à 86% de l'objectif que nous étions fixés, c'est-à-dire de 1000 préventes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, c'est un minimum de 1000 préventes, 1000 exemplaires combinés entre le visage de Dieu et le désir sexuel. Et le propos de Scruton, en effet, est de fonder une attitude non seulement politique, mais une attitude éthique devant le monde, par-delà les attaques, on va dire, justement, un peu caricaturales, athées, contre toute vision chrétienne, ou en tout cas toute vision sacrée de la vie et de l'existence sur Terre, en fait. C'est là Je vais me où il est permettre de intéressant. citer justement Scruton qui dit dans son premier chapitre sur le visage de Dieu qu'aujourd'hui, la culture actuelle rejette largement la croyance en Dieu comme un signe d'immaturité émotionnelle et intellectuelle. Alors, évidemment, le pape Léon XIV vient d'être élu. 1,4 milliard personnes sont catholiques. 1 milliard 358 000 personnes sont musulmanes. Autrement dit, en France, on a tendance à voir, et chez les intellectuels, la religion comme étant une espèce de vestige passéiste des temps antiques et même préhistoriques de l'humanité, alors qu'il y a une actualité permanente de la croyance. Et donc cette immaturité émotionnelle et intellectuelle dans la croyance en Dieu est quelque chose que Scruton rejette avec tout le poids, au contraire, d'un intellectuel au moins aussi capable que Marine Tondelier, par exemple. Oui, en tout cas, oui, il montre que c'est une vision extrêmement superficielle. Bon, ça, c'est une vision vraiment dépassée un petit peu des philosophes des Lumières, on pourrait dire, des anti-Lumières, en tout cas, ceux qui ont ramené la religion au statut de superstition à balayer par des découvertes scientifiques. Bon, vous savez très bien que j'ai traduit déjà Chesterton, et Chesterton règle le problème assez facilement en expliquant que la foi, enfin, que la raison est un objet de foi, et que donc, il faut avant tout, le nœud de la religion chrétienne et tout, avant tout, c'est de croire dans le fait que ses propres pensées ont une validité et qu'elles ont une pertinence dans la réalité. Et la foi dans la raison est une foi religieuse. Et je trouve que cette façon chestertonienne de recadrer le débat balaie ces contradictions un petit peu superficielles, on va dire à la Michel Onfray, en fait. Euh, Alors, Donc, et à la Michel Onfray ou à la Grande Loge de France, qui est en train d'expliquer qu'il est absolument nécessaire de faire mourir tout le monde pour être totalement libre, on a en ce moment une actualité de Scruton parce qu'il y a une espèce d'actualité terrible d'une certaine décadence de l'intelligence, d'une démission en fait intellectuelle par rapport à des sujets cruciaux comme le respect de la vie humaine, le respect du corps humain. Je parle de la GPA et de la PMA, mais je parle aussi de cette prétendue libération sexuelle dont les effets continuent à se faire sentir horriblement dans la vague de pornographie. On a
réussi à détruire peu à peu tout ce que l'éducation était censée apporter aux enfants et donc à la formation des adultes. On a détruit peu à peu tout ce que la civilisation était censée apporter comme rempart et comme protection pour les faibles. Et Scruton, avec Le visage de Dieu et cet autre ouvrage sur le désir sexuel, au contraire, nous donne les moyens d'expliquer qu'il ne s'agit pas juste d'être réactionnaire, confié en dévotion et coincé de quelque part pour ne pas être d'accord avec cette licence complète qui aboutit à une espèce d'ensauvagement voulu de la société. Oui, 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 tout à fait. C'est parce que les, pour, pour- pour plonger dans l'analyse qu'il développe dans Le visage de Dieu, l'effacement du visage, c'est l'effacement de la liberté, et donc la liberté humaine s'exprime dans le visage. L'humanité de l'homme s'exprime dans le visage. Ce visage d'ailleurs qui peut justement devenir rouge de honte. Et la honte, c'est justement la honte qui disparaît avec le visage. Et avec le visage disparaît la responsabilité, disparaît la dignité. Et nous sommes dans un monde justement qui va à sa perte, tout en prétendant courir à son salut, uniquement parce qu'il met en avant, avant tout, un certain confort. On parle, par exemple, de cette histoire d'euthanasie d'un point de vue chrétien, bien sûr, est absolument révoltante, puisque le combat contre des conditions, on va dire, difficiles de vie, c'est un combat de tous les jours. C'est pas simplement un combat limite lorsque l'on a 80 ans, c'est un combat de tous les jours. Donc la logique qui est appliquée à l'euthanasie est en fait une logique qu'on pourrait appliquer à n'importe quel moment de la vie, et c'est une logique justement diabolique, parce qu'en fait, on ne peut pas se baser uniquement sur ce qui nous cause, sur le confort, pour en déduire qu'il vaut mieux continuer à vivre. Il y a un courage fondamental, spirituel, justement, d'un être libre qui affirme sa dignité et qui se bat contre des conditions souvent difficiles. Et je rappelle que Scruton n'était pas simplement un philosophe dans sa tour d'ivoire, il est allé sur le front combattre le communisme dans les pays de l'Est, c'est-à-dire en Pologne, en Tchécoslovaquie. Il a été récompensé pour cela par Václav Havel d'ailleurs. Il avait créé des réseaux clandestins d'éducation et il a été arrêté par la police secrète, justement à l'époque de la rédaction du désir sexuel. Et donc, voilà, il y a un véritable combat de tous les jours que Scruton a incarné contre une vision qui fait décliner la valeur de la vie à partir d'un certain nombre de jouissances qu'on pourrait ressentir ou pas. Et cette logique-là, donc, qui est appliquée par la loi concernant l'euthanasie, eh bien, elle est en fait une logique totalement criminelle, parce que elle sape ce qui est une attitude courageuse devant l'existence, qui est de toute façon d'affirmer des valeurs malgré les conditions difficiles dans lesquelles on se trouve. Si nos ancêtres, je veux dire, on peut dire au premier siècle de notre ère, s'étaient dit, ah, mais c'est quand même compliqué à regarder l'Empire romain, ah, tous ces gens, personne ne croit, oh, c'est compliqué, est-ce qu'on pourrait maintenir notre foi dans ce contexte aussi difficile? Ah non, quand même, c'est quand même trop compliqué, on ne va pas le faire. Bah, il n'y aurait pas eu de christianisme, d'accord? Si on applique la logique du confort à ces questions-là, bah, on croise les bas et on ne fait rien. Alors, ce qui est remarquable chez Scruton, c'est que, bien sûr, c'est une inspiration chrétienne, mais que quelqu'un qui n'est pas de culture chrétienne, et encore moins de foi chrétienne, peut parfaitement lire les livres de Scruton et comprendre, en fait, son humanisme et le fondement de sa philosophie. Oui, oui, en effet, bon, c'est un philosophe qui aboutit à des positions chrétiennes à partir d'un raisonnement qui se fait d'une façon philosophique, c'est-à-dire à partir de certaines prémices, notamment, il a eu plusieurs inspirations. Dans sa jeunesse, il était un grand admirateur du premier Sartre, de L'Être et le Néant, qu'il a extrêmement combattu ensuite pour les autres prises de position. Et surtout, il était très influencé par Kant, c'est-à-dire Emmanuel Kant, on le dirait à la française, euh, pour tout ce qui est l'affirmation de la liberté humaine. En fait, finalement, le monde se partage en deux groupes. Les gens qui pensent que la liberté existe, même si on ne peut pas prouver cela, même si c'est mystérieux, et les gens qui pensent que la liberté n'existe pas, que tout ça est une illusion, et que donc on doit excuser les gens, culture de l'excuse, on doit faire passer, on doit, etc. Personne ne doit être puni parce que personne n'est vraiment libre, en fait. Et je pense que ça, c'est une ligne de partage que Scruton défend et explicite extrêmement bien dans ses livres.
en partant voilà, des deux prémices philosophiques, non pas du tout à partir du... Oui, il ne il ne part pas des textes sacrés, il aboutit à une lecture des textes sacrés par un raisonnement que toute personne de bonne foi pourrait suivre. Non, je rappelle que nous sommes en train, avec plaisir, de recevoir Radush Tonescu, éditeur et traducteur aux éditions Carmin, qui est en train de traduire 2 ouvrages de l'immense Roger Scruton, et que tout à l'heure, à 8h07, nous recevrons Meriadec Raffray, un autre géant dans son genre, et qui nous parlera de Trump, ultime géant de cette matinée. Et Radush Tonescu, vous êtes donc traducteur, vous êtes éditeur aux éditions Carmin, donc ces 2 livres sont en pré-vente, il suffit d'aller sur édition au pluriel sans accent-carmin.com pour se les procurer, ou il y a un moyen plus intelligent Alors, de le faire? oui, oui, là, on peut passer par le site de notre maison d'édition ou bien directement aller sur le Tipeee, chercher Scruton en français et trouver la page de la campagne. Donc, on peut passer par les deux, par notre site, voilà, ou par la page Tipeee. Voilà, c'est cette façon-là qu'on y arrive. Radush On peut... Tonescu, pardon, Oui, allez-y. dites-moi. Non, 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 je vous en prie, excusez-moi. j'aimerais revenir sur cette notion de liberté. Vous nous expliquez que le monde est divisé en 2 camps et donc d'un côté, on a cette fameuse culture de l'excuse qui se base sur la croyance selon laquelle finalement la liberté n'existe pas. Et c'est assez intéressant de constater que généralement, c'est cette culture-là, c'est ce camp-là qui a choisi de porter justement la liberté comme valeur fondamentale. Alors souvent avec de grands paradoxes, on voit aussi que ce sont les mêmes qui veulent imposer des caméras partout, qui veulent enfermer les gens pendant les épidémies. Mais donc on a donc ce camp de la liberté dont la morale, c'est jouir sans entrave, qui nous explique qu'en même temps, elle n'existe pas et que donc tout le monde doit être excusé. Comment est-ce qu'on comprend ce paradoxe? C'est surtout qu'ils défendent pas tant la liberté que la libération, en fait. C'est une confusion, bon, enfin, finalement assez ancienne, où on confond l'émancipation avec une véritable liberté, avec une véritable autonomie, c'est-à-dire l'autonomie au sens de se donner ses propres règles, ses propres principes et les respecter et être intègre. Ça, c'est totalement autre chose que le fait de vivre sa vie en faisant n'importe quoi et en changeant d'opinion. On a évoqué Jean-Luc Mélenchon il y a un quart d'heure, mais voyez, un exemple paradigmatique de personne qui n'a que le mot liberté à la bouche, mais en fait qui n'a point d'intégrité, en fait. C'est-à-dire que c'est uniquement, en fait, du vent. On se revendique d'un grand principe qui, bien sûr, fait frissonner, mais en fait, ce que l'on promeut, c'est véritablement le n'importe quoi. Mm. Ça- Et on voit qu'aujourd'hui, la société a tendance quand même à baigner là-dedans. Alors Scruton, lui, apporte aussi des pistes de solutions à cela, notamment retrouver cette forme de spiritualité et de considération de ce qui peut être divin, considération de l'âme. En effet, alors, que ce soit un peu moins éthéré, parce que peut-être que vous l'avez dit, Mm. c'est parfaitement juste, mais ça peut paraître un petit peu inatteignable pour le commun des mortels. Il parle vraiment de choses extrêmement simples, de la relation de moi à toi, en fait. Il parle de choses extrêmement simples que tout le monde peut saisir, à savoir que dans une relation interhumaine avec une personne, justement, vis-à-vis de laquelle on se sent responsable, donc avant tout, par exemple, les relations de couple, eh bien, on est déjà dans cette liberté-là et on est en train d'essayer de l'accomplir. Si on est quelqu'un d'intègre, eh bien, on tient parole par rapport à la personne que l'on aime. Point. Pour donner un exemple extrêmement simple. Et donc là, on est dans l'accomplissement d'une liberté concrète et non pas du tout dans une libération totalement décadente. Et Radush Tonescu, Roger Scruton a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est la manière qu'il a de remettre en cause ce que les matérialistes, les athées, la gauche présentent comme étant des acquis de la raison, comme si on avait un progrès irréversible de l'intelligence, et notamment le fait de remettre en cause l'idée que ce monde n'est que physique et qu'il est absolument hors de question de questionner l'existence de quelque chose qui ne serait pas réductible aux atomes. Pour le citer, à chaque étape, nous rencontrons un monde d'une qualité singulière. Il s'agit d'un monde qui, laissé à lui-même, a produit des êtres conscients, capables de chercher la raison et le sens des choses. Et ça, c'est vraiment une espèce de caillou dans la chaussure de toute la gauche qui est de dire non, non,
vous ne pouvez pas réduire le monde à de pures interactions physiques et à une espèce de super déterminisme qui fait que nous sommes tous uniquement des machines occupées à jouir, des êtres gouvernés par nos gènes. Oui, mais vous le voyez bien que, bon, on peut dire vite, la gauche n'est pas conséquente jusqu'au bout, puisqu'il y a quand même des gens qui sont censés être vraiment responsables, à savoir, je sais pas moi, les méchants capitalistes, les gens de droite. Eux, ils sont vraiment responsables. Ils ont une liberté pour faire le mal, eux, par contre. Donc il n'y a pas une. En fait, c'est juste la gauche garde souvent la moitié de l'argument. Ils prétendent que voilà, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de responsabilité pour les gens qu'ils essayent d'excuser, d'accord? Mais d'un autre côté, dans la phrase d'après, ils vous disent qu'il existe de vrais coupables. Les policiers sont vraiment coupables. Les policiers ne sont pas, eux, victimes des circonstances pour devenir policiers. Les patrons, pour dire comme ça, ne sont pas victimes des circonstances. Ils ont une véritable volonté maligne d'opprimer, de tuer. Donc, en fait, non, il n'y a pas de cohérence philosophique. Il faut, à un moment donné, pour garder de l'indignation, pour garder le moteur de l'indignation en train de tourner, il faut bien que l'on puisse accuser quelqu'un d'être véritablement libre et véritablement méchant. Et donc, il y a juste, voilà, encore une fois, le manque d'intégrité en acte dans ces accusations portées voilà, contre la droite, on dirait de façon globale. Quand Roger Scruton commence à écrire, et vous l'avez dit, voilà, il est mort à 76 ans, si je ne m'abuse, il avait écrit 50 ouvrages. Comment est-ce qu'il a été reçu dans son Angleterre natale? Alors, bon, c'était véritablement, on peut dire, un peu marginal. Donc, parce que lui, enfin, oui, être conservateur, même s'il a commencé un peu sa carrière du temps de Margaret Thatcher, c'était vraiment quand même un parcours difficile parce que l'intelligentsia, quand même, en Grande-Bretagne comme en France, était pétrie d'idées de gauche. Il y a aussi même des gens qui étaient littéralement payés par Moscou, qui étaient à des très hauts postes dans les universités britanniques. Et donc, son parcours en tout cas universitaire, a été assez compliqué. Mais voilà, il a eu un courage au quotidien. Il n'a pas baissé les bras. Il a continué à bâtir son œuvre, à écrire ses livres. Il a écrit une cinquantaine d'ouvrages quand même, en étant avant tout donc un philosophe de l'esthétique. Et je me permets de préciser que, en fait, c'est par l'esthétique qu'il en arrive à la morale. Ça, c'est un biais extrêmement intéressant. Ce qu'il explique, c'est que, en fait, le monde, vous voyez, le monde, il s'enlaidit de plus en plus et on construit des horreurs. En tout cas, on ne veut plus bien bâtir. Ça, c'est un de ses thèmes de prédilection, l'architecture, l'enlaidissement concret du monde. Et il explique que derrière l'enlaidissement du monde, il y a véritablement une vision anti-morale, justement, parce que la beauté nous questionne et la beauté nous demande est-ce qu'on est à sa hauteur. Toute beauté, toute belle chose, en fait, porte avec elle un questionnement moral. Et c'est pour cela que les personnes souhaitent enlaidir le monde, les personnes qui ne veulent pas répondre à cette question d'une façon digne et appropriée, souhaitent détruire la question elle-même. C'est pour ça qu'il y a un enlaidissement du monde. Voilà, ça c'est un de ces arguments, je trouve, les plus originaux pour faire le lien entre le beau et le bien, voilà, et le vrai, bien sûr, ensuite, mais dans cette trinité classique. Et donc, sa carrière a été compliquée et il a eu une reconnaissance assez tard. Il a été anobli par le prince Charles en 2016, si je ne me trompe. On Donc, va, voilà, on va jeter un voile pudique sur cet épisode désastreux de la carrière de Roger Scruton. Donc, il a été un oubli, mais bon, comment dire, c'est un peu comme la Légion d'honneur en Angleterre, on va dire. Il transmet pas son titre de noblesse à ses enfants. Et donc, voilà, il a eu une reconnaissance sur le tard. Il avait une petite revue qui a déclenché beaucoup de débats pourtant, qui était une revue conservatrice, dans laquelle écrivait Theodor Dalrymple, un autre auteur que nous avons traduit et publié l'année dernière. Donc, il a eu une carrière difficile, en tout cas, mais une reconnaissance à la fin. Sur cette notion du beau, Radush Tonescu, ce que nous explique Scruton aussi, c'est que finalement, il faut aussi rompre avec cette logique de la subjectivité totale et permanente. Tout ne se vaut pas, et oui, il y a un beau objectif, et oui, il y a un bon objectif également.
Oui, oui, en effet, oui, il est totalement anti-relativiste. Bon, ça serait très long de déployer son argument, mais en effet, il est pour une conception objective des valeurs qui est dans la lignée, alors pour ceux qui s'intéressent à dans la lignée personnaliste en fait. Et il y a Max Scheler que nous avons traduit aux éditions Carmin, c'est le premier livre qu'on avait fait, c'est un des maîtres du personnalisme. Et en France, on connaît le personnalisme par Emmanuel Mounier qui a fondé la revue Esprit après la guerre. Donc il y a eu une école personnaliste en France. En tout cas, voilà. Scruton est dans cette même optique. Non, il est contre le relativisme. Il existe une beauté objective qui nous pousse à nous ouvrir. Et cette beauté, elle est liée à la religion. C'est pour ça qu'il s'intéresse beaucoup à l'architecture. Il y a tout un raisonnement dans le visage de Dieu sur comment l'architecture sacrée influence l'architecture, on pourrait dire, profane. Et à partir du moment où le lien est rompu entre l'architecture profane et l'architecture sacrée, on finit par construire des barres d'immeubles totalement déshumanisantes. Dès que l'on coupe, dès qu'on coupe l'humain du divin, on crée non pas des choses humaines, mais des choses anti-humaines. Et il prend l'exemple de l'architecture comme paradigmatique de cette décadence causée par le fait de couper le lien objectif entre le beau et le bien. Et on retrouve aussi cette logique de beau et de bien dans les relations humaines, parce qu'on le sait, c'est quand même souvent bien plus complexe que de l'architecture. Est-ce qu'il arrive à calquer cette logique-là aussi sur les rapports humains? Alors, la calquer, en tout cas, il indique une voie, c'est certain qu'il explique, alors il reprend une idée d'un philosophe français, Emmanuel Lévinas, à propos du visage, euh, et, euh, en- et le visage de l'autre est quelque chose justement d'unique et qui nous enjoint qui nous donne une certaine responsabilité envers lui, en fait. C'est dans le visage que se manifeste justement une subjectivité. Les animaux ne voient pas de visage. Scruton insiste là-dessus, que le visage est quelque chose qui est matériel, mais pourtant spirituel. On voit l'autre dans son visage. Et à partir du moment où on ne voit plus des visages, où on ne voit plus que des amas de corps, justement, on ne voit plus que des assemblages de parties de chair, eh bien, c'est là que l'on tombe dans la perversion et que l'on déshumanise la personne en face. Et pour lui, toute la pornographie contemporaine, tout l'essor voilà, de certaines prostitutions généralisées en ligne ou pas en ligne, tous ces aspects, et pour lui, il n'hésite pas à l'écrire, c'est un crime contre l'humanité, c'est une déshumanisation en marche. Et là encore, vous voyez, il garde sa ligne anti-68 On ne peut pas jouir sans entrave et être dans le respect de l'autre, en fait. Parce que si on jouit sans entrave, on traite l'autre comme un objet que l'on... Enfin, souvent objet de pire sévice, comme on l'a vu dans l'affaire Mazan. En fait, l'affaire Mazan, Mm. c'est véritablement un exemple de perversion ultime pour Scruton. À partir du moment où on détache les relations intimes, personnelles, euh, justement, on les détache d'une vision interpersonnelle, à partir du moment où on ne s'occupe pas de l'autre comme d'un sujet libre, à partir du moment où on ne le respecte pas, justement, en tant qu'âme libre, qui peut être visible dans son corps, parce que c'est ça qui est intéressant. L'âme de l'autre peut être visible sur son visage. Mais à partir du moment où on ne garde pas cette boussole-là, ben, on va le traiter d'une façon dégradante et souvent criminelle. Mm. Voilà le lien entre le beau et le bien dans le concret. Et ça, c'est ce qui développe énormément dans le désir sexuel, en fait. Voilà. Et donc, chers auditeurs, on espère que ça vous donne en tout cas envie de découvrir ces ouvrages. Vous pouvez vous rendre sur le site des éditions Carmin sur tipeee.com pour pouvoir participer à ces préventes. Merci beaucoup, Radush Tonescu, d'avoir été avec nous. Vous êtes le fondateur donc, des éditions Carmin et vous faites actuellement la promotion de ces deux ouvrages que vous contribuez donc à traduire. Merci et puis à très bientôt. On vous souhaite beaucoup de succès dans cette entreprise et merci à Richard Dessès d'avoir mené cet entretien. Merci beaucoup, Liselotte. Merci Merci, Rado. beaucoup.